L'information de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Visite de travail en Côte d'Ivoire du ministre français des Armées. Une audience lui a été accordée ce samedi par le président de la République, Alassane Ouattara. La présence de Sébastien Lecornu en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le renforcement du partenariat de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Et la publication ce samedi des résultats des examens de fin d'année dans l'enseignement professionnel. Le secteur enregistre un taux de réussite de 41,76% contre 65,53% l'an dernier pour 26 850 candidats inscrits au certificat d'aptitude professionnelle du brevet d'études professionnelles, brevet de technicien et brevet professionnel. Parlerons aussi de la 7e édition de l'opération pour sécuriser les vacances. Elle a été lancée officiellement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 1639 hommes des forces de l'ordre sont engagés dans toutes les villes, jour et nuit, pour assurer des vacances saines aux populations et à la jeunesse ivoirienne. Bienvenue dans ce 23 h. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce samedi en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Aucune déclaration officielle n'a été faite à l'issue de la rencontre, mais toutefois, sachez que sa présence en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le renforcement du partenariat de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. De travail, le ministre français des Armées s'est aussi entretenu avec Téné Birahima Ouattara. Ce jour, le ministre ivoirien de la Défense, avec lui, les échanges ont porté sur la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, la menace terroriste au Sahel et les mesures sécuritaires que cela implique, notamment la construction d'un agenda de sécurité face au terrorisme en Afrique. Souleymane Donissongou et Lanciné Bakayoko font le point de cette rencontre. 60 minutes, voilà le temps qu'a duré la séance de travail entre le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et son homologue français de la Défense, Sébastien Lecornu. Je m'étais engagé auprès du ministre à ce que lors de ma première tournée en Afrique comme nouveau ministre des Armées de la République française, de venir ici en Côte d'Ivoire pour des raisons évidentes, des raisons qui tiennent à la qualité, la solidité de la fraternité et de l'amitié entre nos deux pays, évidemment au regard aussi de la maturité de nos coopérations en matière de défense. D'ailleurs, je serai amené tout à l'heure à Port-Bouët à rencontrer les forces françaises ici en Côte d'Ivoire. Mais nous devions d'avoir des conversations et une séance de travail, évidemment, sur les questions de sécurité en Afrique, et notamment sur la bande sahélo-saharienne de manière globale. Souhaitant la bienvenue à son hôte, Téné Birahima Ouattara s'est félicité de cette visite qui renforce les relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la défense. Nous avons parlé de problèmes relatifs au terrorisme, au trafic de la drogue, à la piraterie maritime, des problèmes sur le mode opératoire pour essayer d'enrayer ces fléaux qui minent la sous-région. Je pense que la France est un partenaire de longue date de la Côte d'Ivoire et de plus en plus la France déploie des moyens importants pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à ces fléaux qui minent la sous-région. Je voudrais encore une fois remercier M. le ministre Lecornu d'avoir fait le déplacement en Côte d'Ivoire pour nous saluer. Merci. Les deux ministres se sont réjouis de cette revue après une rencontre à Paris dans le cadre d'une visite du ministre de la Défense ivoirien. Cette visite de travail alternée des rencontres officielles a permis aux deux personnalités de réfléchir à une coopération militaire très opérationnelle. Sur le plan sécuritaire ivoirien, les forces de l'ordre comptent bien circonscrire toute forme d'action qui mettrait en danger la population ivoirienne et surtout la jeunesse. L'opération Vacances sécurisées est donc lancée. Un effectif de 1639 hommes est composé des éléments de toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Ils sont engagés tous les jours, suivant le point de Patricia Omouitia. Les vacances sont une période de forte affluence aussi bien dans les zones urbaines que rurales.
Un moment assez particulier au niveau sécuritaire en raison des déplacements des populations. C'est en cela que l'opération Vacances sécurisées a été lancée. Cette 7e édition consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement spécifique de démantèlement des gares anarchiques et du trafic illicite des stupéfiants et des drogues. À cet effet, la saisie de chicha, de psychotropes et de bonbonnes de gaz à inhaler a été présentée dans le but de sensibiliser les populations. L'opération Vacances sécurisées 7 prend en compte l'ensemble des opérations de sécurité publique, de renseignement, de protection et de surveillance des frontières. Ces opérations ont pour objectif de permettre aux populations de passer de très bonnes vacances. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette opération vise plusieurs objectifs, notamment la protection des personnes et des biens, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le trafic de drogue. Il est bon de citer que 1235 fumoirs ont été visités et détruits. 6511 personnes ont été interpellées dans les fumoirs, dont 3484 ont été déférés. 33 931 personnes ont été raflées. La saisie d'une importante quantité de drogue, tant à Abidjan qu'à San Pedro. Cette opération a aussi permis d'interpeller plusieurs personnes qui sont actuellement déférées devant les juridictions. La valeur marchande de cette saisie record de drogue est estimée à plus de 41 milliards de francs CFA. Pour rappel, l'opération Épervier 6, lancée l'année dernière, a mobilisé plus de 2000 forces de défense et de sécurité. Cette année, 1639 forces de défense et de sécurité vont investir le territoire national et parcourir toutes les artères de la commune organisées en plusieurs patrouilles. Un haut fonctionnaire des Nations Unies achève son mandat en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la représentante résidente du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, une mission qui est couronnée par la déclaration de la fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens et cela partout dans le monde. Le bilan de sa mission a été partagé avec la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora dans le cadre d'une audience d'adieu. Le point de Sidonie Davila. Elle a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Angèle Goussou, représentante du HCR en Côte d'Ivoire, est distinguée au moment où elle fait ses adieux au pays par le président de la République, représenté par Kandia Camara. L'implication de la représentante de cette institution onusienne dans le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens a été reconnue et saluée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Angèle Goussou a quant à elle saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour avoir mis fin au statut de réfugié depuis juin dernier pour les Ivoiriens partout dans le monde. Mission accomplie, je dirais bravo à la Côte d'Ivoire pour ce résultat qui est le fruit des efforts inlassables, en termes de gouvernance, en termes de stabilité politique, en termes de réconciliation nationale, en termes de cohésion sociale, en termes de respect des droits de l'homme et surtout en termes de croissance économique. Plus de 94% de tous nos compatriotes exilés dans les pays voisins sont là aujourd'hui grâce à la volonté politique exprimée par le président de la République et le gouvernement ivoirien, mais aussi grâce vraiment au soutien, à l'accompagnement du HCR. La diplomate onusienne Angèle Goussou quitte la Côte d'Ivoire pour de nouveaux challenges en Afrique du Sud en tant que représentante régionale adjointe du HCR, une promotion saluée par la Côte d'Ivoire. Et avec ce bilan positif, nous parlons de développement à présent. Le projet du gouvernement en matière d'hydrocarbures et de production minière, présenté par Mamadou Sangafoua Koulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, s'exprimait au cours d'une cérémonie de remise de prix aux lauréats du prix national d'excellence de ce secteur, Lanciné Bakayoko.
Des instants festifs pour célébrer le 9 lauréat du prix national de l'excellence initié par le président Alassane Ouattara et issu de son département ministériel, mais également des moments pour le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly de penser l'avenir des mines, du pétrole et de l'énergie. Si vous prenez le secteur des hydrocarbures, aujourd'hui c'est clair avec la crise qui est en Ukraine, on reste très vulnérable au choc extérieur sur la fluctuation de ce cours. Ensuite, au niveau des mines, tout le monde connaît le défi majeur, c'est celui de l'orpaillage illégal. Et quand vous prenez le secteur de l'énergie, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre du secteur à tout point de vue, mais aussi négocier la transition énergétique. L'orpaillage illégal éradiqué, le secteur des mines devrait poursuivre sa croissance avec une contribution projetée de 6% au produit intérieur brut à l'horizon 2025, grâce notamment au métal jaune qui constitue presque 80% du gisement ivoirien. Combiné aux effets positifs du code minier révisé, la production d'or devrait culminer à 60 tonnes sur la même période. Quant aux hydrocarbures, le ravitaillement sera optimisé. Et comme vous le voyez, la Côte d'Ivoire en développement, la consommation d'énergie et donc de carburant augmente. Et la CIR s'organise pour répondre correctement à cette augmentation du marché. Pour atteindre tous ces objectifs, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly exhorte les lauréats qui ont été distingués et même l'ensemble de son administration à redoubler d'efforts. Et pour atteindre les objectifs en ressources humaines, la formation professionnelle s'active. D'ailleurs, les résultats des examens de fin d'année de l'enseignement professionnel sont disponibles sur 26 850 candidats pour cette session 2022. Seuls 11 162 candidats sont déclarés admis, un pourcentage de réussite de 41,76%. Issa Chonayeou. Cocody, collège CPCG. Proclamation des résultats des examens de l'enseignement professionnel. Malgré la pluie, les candidats et candidates sont sortis pour prendre leurs résultats dans une atmosphère de joie et de pleurs. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique et professionnel a pour sa part rendu public les statistiques de cette session 2022 au niveau de l'enseignement professionnel. Constat général, le taux d'admission est plus élevé chez les filles que chez les garçons. Les résultats des examens scolaires de la formation professionnelle session 2022 sont les suivants. Candidats inscrits, 26 850. Candidats déclarés admis, 11 162, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session dernière. Les statistiques désagrégées en genre indiquent que sur 13 921 filles, 5 969 ont été admis, soit 42,91%. Sur 12 929 garçons, 4 856 ont été déclarés admis, soit un taux de 37,53%. Ainsi, les filles ont obtenu un taux de réussite supérieur à celui des garçons. Les résultats des examens de 2022 sont en net recul par rapport à 2021, nonobstant une année scolaire 2021-2022 qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée. Concernant les réclamations, elles se dérouleront du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 et la publication des résultats se fera le jeudi 21 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le potentiel en énergie renouvelable, bientôt évalué par les chercheurs ivoiriens, un peu plus de 26 millions de francs CFA seront investis dans ce projet de recherche scientifique intitulé ENER-CI. On en sait davantage dans ce reportage de Sephora Zegui. 26 millions de francs CFA, c'est le coût du projet ENER-CI porté par le docteur Benjamin Kwasi de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Ce projet va estimer le potentiel en énergie solaire et éolienne de la Côte d'Ivoire. Le projet a pour but principal d'établir le potentiel d'énergie solaire et éolienne en Côte d'Ivoire. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de panneaux solaires qui sont installés, mais nulle part on a vu des études qui ont permis d'étudier et d'analyser véritablement le potentiel de ces énergies-là. Alors, quelqu'un peut se permettre d'installer son panneau, mais qu'en est-il de ce que lui a, de rendement que lui attend? Donc le projet vient donc en appoint pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Financé par le FONSTI, ENRCI pourrait accroître la production de l'énergie de la Côte d'Ivoire, selon Yaya Sangaré, le secrétaire général du FONSTI. Au niveau économique, ce projet permettra d'accroître la production énergétique en Côte d'Ivoire et de réduire le coût de l'énergie électrique, facteur de production. Au niveau environnemental, le projet du Dr Kwasi va nous aider à promouvoir les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Au niveau social, c'est un projet qui permettra de former des jeunes en master et en doctorat. Lors de cette présentation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est réjoui de cette initiative. Il se dit prêt à s'impliquer aux côtés des initiateurs jusqu'à son aboutissement. Donc là, on est au cœur de la recherche-développement, c'est ce qui est essentiel pour moi à dire, parce que vous savez, nous avons une recherche scientifique qui a un certain niveau. Mais la seule chose qu'on a tendance à reprocher à notre recherche scientifique, c'est qu'il y a une très faible valorisation économique des résultats de la recherche. Et donc là, nous sommes de plein pied dans la valorisation économique des résultats de la recherche parce qu'il s'agit de mener des travaux de recherche dont les conclusions seront de nature à permettre des prises de décisions politiques. Cette activité a été l'occasion pour les participants de faire des suggestions afin que les attentes des populations en matière d'énergie solaire et éolienne soient prises en compte dans la réalisation de ce projet. On change de registre et parlons de paix, d'union et de fraternité. La pratique de ces valeurs est célébrée par l'ambassadeur Éric Tabat avec chrétiens et musulmans. Le témoignage de Assotouré Dagnogo. Dimanche, jour du Seigneur, jour de spiritualité et de célébration à l'église évangélique du ministère de la Grâce et de la Délivrance. Pour partager ces moments d'adoration et d'élévation vers le Seigneur Jésus-Christ, le fils de Cocody, l'ambassadeur Éric Tabat, était l'invité de la bishop Kouma Odette. On dit souvent que le Seigneur, pour rendre des services ou bien pour donner quelque chose à quelqu'un, passe par quelqu'un d'autre. Et puis avec ma maman Kouma, ça fait déjà un moment on se pratique et j'ai appris à l'aimer. Et comme elle partage beaucoup, je lui ai dit, maman, je viens partager avec toi. Occasion pour la première responsable de ce lieu de culte de marquer sa gratitude vers Jésus-Christ et exhorter les femmes à lutter pour leur autonomisation. Aujourd'hui, nous voulons dire aux femmes, surtout aux femmes, que tout est possible pour eux. Vous n'êtes pas de se décourager et de croire en elles-mêmes. Parce que si elles ont confiance et si elles croient en elles-mêmes, tout est possible. Des moments de joie et de prière, de cohésion et de festivité qui ont permis à plusieurs centaines de femmes de recevoir des présents. 20 réchauds, 6 gazinières, 2 frigos leur ont été offerts. Plus tard dans la soirée, le chef protocole du président de la République était du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny pour célébrer la fête de la Tabaski avec les musulmans de Cocody. Un concert initié par la Fondation Nina Blé qui œuvre dans le social. Une dizaine d'artistes ont pris part à cette fête, au nombre desquels Sidiki Diabaté. Ce dernier a offert une kora à la Fondation Nina Blé. Soumise à une vente aux enchères, l'argent récolté par cet instrument musical permettra de soutenir les démunis. Il a dit si c'est une fondation, je préfère tout annuler et venir vous soutenir, vous voyez. Donc c'est nous montrer effectivement qu'il est avec nous. Occasion pour l'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Éric Tabat, d'exhorter ces milliers d'hommes et de femmes à rester mobilisés pour le rayonnement de la commune de Cocody dans la paix et la cohésion sociale. Et la commune cosmopolite de Yopougon pourrait aussi représenter toutes ces valeurs, tant elle regroupe des
population d'origine variée et dans laquelle se mêlent de nombreuses cultures. Des habitants organisés par communautés qui vivent en parfaite harmonie avec les autres. Et cette cohésion, la communauté Dan l'évoquait au cours de l'installation de son nouveau chef central. Le récit de Frédéric Oulaï et Issa Yeo. Yopougon, place CP1. Mobilisation exceptionnelle de la communauté Dan pour une double cérémonie. Hommage au maire Gilbert Kone Kafana et intronisation du chef central de la communauté Dan de la dite commune. Reconnaître les bienfaits d'une personne, l'honorer et la remercier est un acte de haute portée spirituelle et d'encouragement. Le représentant du parrain, le ministre Vagondo Djomande, a traduit sa reconnaissance aux autorités municipales pour les appuis dont bénéficie la communauté Dan. Il a invité ses parents, ses frères, ses sœurs ici à Yopougon à consolider chaque jour cette alliance historique entre les Sénoufo et les Dan en apportant leur soutien, en accompagnant chaque jour le ministre d'État dans ses actions et dans ses activités ici à Yopougon. À son tour, Issifou Koulibaly, représentant le maire Gilbert Kone Kafana, s'est réjoui de l'hommage au maire pour ses actions de développement. Introniser un chef est pour le ministre d'État un devoir, surtout quand il s'agit du chef Dan. Parce que les communautés organisées, c'est défini par un chef mis en place qui gère sa communauté au profit de la cohésion, au profit de la solidarité et pour faire le développement de la commune de Yopougon. Cette cérémonie a surtout été l'occasion pour les peuples alliés Dan et Sénoufo de magnifier les alliances interethniques. Voilà le peuple Dan qui est géographiquement originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On en retrouve d'ailleurs une partie à Tout-le-Pleu. Et puis rendons-nous dans cette localité à travers les images qui vont suivre. La ville prépare une cérémonie d'hommage au président de la République. L'événement est prévu le 30 juillet prochain. Ahmed Traoré et Moussa Konaté nous en disent plus. Les populations de Tout-le-Pleu dans la région du Cavali se préparent pour rendre hommage au chef de l'État. Une journée de reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement socio-économique dans les différentes localités de la région. La cérémonie d'hommage est prévue le samedi 30 juillet prochain. Les cadres sonnent la mobilisation. Tout-le-Pleu, très content des réalisations qui ont été mises à sa disposition par le président de la République, a voulu organiser une journée de reconnaissance et une journée d'hommage à l'honneur du président de la République. Et à cet effet, on n'a pas voulu que ça reste entre nous. Donc on a souhaité faire un projet de lancement pour vraiment informer toute la Côte d'Ivoire de ce que le président est en train de faire. Les chefs coutumiers présents à cette rencontre s'engagent à faire de ce rendez-vous une grande réussite. L'initiative est belle de recevoir le président de la République pour lui témoigner notre reconnaissance. Puisque d'abord, le président de la République, c'est un fils, c'est un allié. Donc il est temps pour nous ses parents de l'Ouest, précisément de Tout-le-Pleu, de lui rendre un grand hommage pour ce qu'il fait pour notre département. Non seulement pour Tout-le-Pleu, mais pour tout le Cavalier et surtout pour nous qui sommes les Ouest. Et il est temps que cette cérémonie ait lieu. Le parrain de cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. À présent, voyons le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 50 nouveaux cas, 95 nouvelles guérisons. Il faut redoubler de vigilance, surtout en cette saison des pluies. 285 cas restent encore actifs et le point sur la campagne vaccinale. Il enregistre au moins 15 031 980 doses de vaccins anti-Covid administrées sur le territoire ivoirien. C'est le week-end, mettons à profit des activités de découverte. Vous pouvez voir au musée des civilisations de Côte d'Ivoire une exposition iconographique de 8 mosquées de style soudanais du nord du pays,
des édifices culturels, d'ailleurs enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'exposition a ouvert ses portes hier, vendredi 15 juillet 2022, et d'autres sites sont annoncés pour les prochaines semaines. On en sait davantage avec Issa Chonayeo. Après Grand Bassam, en 2012, 8 mosquées du site soudanais de 5 régions du nord de la Côte d'Ivoire ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Un an après, à l'initiative de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, une exposition iconographique itinérante est organisée au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Objectif: promouvoir et valoriser ces édifices religieux. Ce sont des édifices en terre. Et en faisant cette exposition-là, c'est de sensibiliser la communauté sur la nécessité de conserver ces édifices-là. Ces mosquées, d'une valeur à la fois architecturale, historique, religieuse et culturelle, représentent un patrimoine qui a pu subsister grâce au maintien de leur fonctionnalité d'origine, mais aussi au culte musulman et à l'entretien qu'assurent les fidèles. Une chose est d'inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO, une autre est d'y rester. Ce défi, les membres de l'OIPC en ont conscience. Après l'inscription, on passe à une autre phase. C'est la phase de la gestion. Il faut pouvoir le conserver, le sauvegarder. Il faut pouvoir le valoriser. Cette exposition itinérante est pour les musulmans de Côte d'Ivoire une excellente opportunité pour la promotion de l'islam. En dehors de la valeur architecturale et culturelle des mosquées, pour nous, en tant que guides religieux musulmans, c'est d'abord la mosquée, la maison de Dieu, dont on doit s'occuper, qu'on doit entretenir, faire en sorte que cette maison-là soit toujours propre. Après avoir fait le tour des différents tableaux, la ministre Françoise Remarque s'est réjouie de l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. L'appropriation de notre culture, trouver les canaux pour la partager avec la jeunesse et la perpétuer est aussi notre responsabilité commune. Dans ce sens, ces monuments qui se situent au nord de notre pays peuvent offrir des opportunités indiscutables d'emploi à de nombreux jeunes par le biais de plusieurs activités qui seront organisées autour d'elles. Celles-ci pourraient les occuper sainement et les éloigner de potentielles tentations. Cette exposition iconographique itinérante se déroule du 15 au 26 juillet 2022 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, au Plateau. Après quoi, la Grande Mosquée de la Riviera et 5 autres sites de la ville d'Abidjan accueilleront l'exposition. Voilà, l'exposition reste ouverte jusqu'au 26 juillet prochain au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et des événements culturels, il y en a à profusion pour ces vacances. D'ailleurs, le département de Tibissou accueillera le festival Tchandan pour la valorisation du pain tissé traditionnel, un savoir-faire ancestral promu du 4 au 7 août prochain, selon Victorine Yaoyobwe. Prestation du Goli pour donner le ton au Tchandan Festival 2022. Du 4 au 7 août prochain dans la tribu Gomi, à 5 km du département de Tibissou. Le Goli, autrefois danse sacrée du peuple baoulé, est devenu une attraction touristique dans les villages de Gomi-Konde-Yaokro et Bomi-Zambo, qui constituent la tribu Gomi. Mais à travers le Goli, c'est une autre richesse culturelle que le Gomi promeut. Le pain baoulé, noué par des hommes, jouant au hocher sonneil et un autre soufflant dans une corne de buffle autour du masque Goli. Du chef de tribu à tous les invités au lancement du Tchandan Festival 2022, tout est mis en œuvre pour faire voir et faire aimer le pain baoulé. Actuellement, je suis habillée en pain baoulé avec une chemise
un petit pantalon avec des paires de baskets, avec un chapeau. On peut le porter autrement aussi, avec une culotte, pas seulement en maxi et mettre comme ça, mais on peut le porter de manière relaxe aussi. Les pains, c'est la culture et l'authenticité même de votre culture des Ivoiriens. Alors c'est très important de promouvoir et de faire davantage. Je suis disposé à participer pour les aider. Pour la 7e édition, le thème du Tchindang Festival nous ramène aux sources. Le thème, c'est les tenues traditionnelles dans les sociétés secrètes et les religions africaines. Ce sont donc les sociétés secrètes d'Ozo, Adjanou, Maxwell et Komia. Donc ça, c'est une des premières innovations. Et pour nous, scientifiquement, en tant qu'intellectuels, pour nous, c'est vraiment un point extrêmement fort qu'il faut noter. Au nombre des innovations pour ce 7e Tchindang Festival, l'introduction des jeux de société traditionnels tels que l'Awalé, en partenariat avec le ministère des Sports et le parrainage du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Plusieurs réflexions, notamment la labellisation du pain traditionnel, seront menées pour la sauvegarde de cette authenticité culturelle, car comme disait Balzac, le beau, c'est le vrai bien habillé. Et voilà, c'est sur ces notes culturelles venant du pays baoulé que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et je vous retrouve demain avec le même plaisir.